Hey! Bien que beaucoup de gens se souviennent du handball avec affection comme un sport où l'on saute, court, se passe la balle avant de la lancer dans le but, le handball en compétition se définit avant tout comme un sport de combat collectif. Il en résulte donc des risques de blessures qui peuvent s'avérer plus ou moins graves. Certaines d'entre elles peuvent être bénignes comme des petites entorses ou des doigts retournés, tandis que d'autres vont être plus graves et éloigner l'athlète pendant un bout de temps des terrains. Genre au hasard, le ligament croisé antérieur? Hein? Sacré coquinou. Le LCA comme on dit. Hein? Bâtard. Bref, les clubs professionnels sont bien conscients des risques qu'encourent leurs joueurs et font donc des préparations physiques en conséquence. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas des clubs amateurs qui ont déjà du mal à sortir la tête de l'eau pour organiser le club et les entraînements. C'est d'autant plus dommage que les joueurs de niveau amateur ne sont pas autant suivis d'un point de vue médical que les joueurs professionnels, alors qu'ils subissent des chocs assez importants au cours de leur pratique. Nous allons donc voir aujourd'hui ce que des petits clubs peuvent faire avec peu de moyens et peu de temps pour essayer de prévenir au maximum les blessures de leurs joueurs. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la synthèse scientifique effectuée par Patrick Luig et Thomas Henke qui ont rendu leur publication disponible sur ResearchGate. Et ça, c'est la classe. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la théorie des blessures. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la manière dont sont provoquées ces blessures, c'est-à-dire quels postes sont touchés en priorité, quelle partie du corps est touchée en majorité, et enfin, dans quel contexte les blessures surviennent-elles. Enfin, juste un petit fait avant de commencer la répartition des blessures, sachez que plus vos joueurs seront âgés, plus ils seront susceptibles de se blesser en match. Ça a son importance pour les entraîneurs de jeunes, vu qu'il faudra vous attendre à avoir des blessés aussi bien en match qu'en entraînement. Nous allons nous intéresser à la répartition des blessures sur le corps du handballeur. Pour cela, j'ai fait un magnifique graphique. La première différence à noter entre les professionnels et les amateurs concerne les blessures à la tête. On a respectivement 18 et 16% de cas chez les amateurs contre 10 et 7% chez les professionnels. Cela s'explique certainement par une meilleure maîtrise du corps dans l'espace par les professionnels et du fait que l'écart de niveau est plus restreint dans l'élite. En effet, au niveau amateur, il n'est pas rare de voir des écarts de niveau importants, avec un attaquant qui va aller beaucoup trop vite par rapport à son vis-à-vis et qui fasse prendre des pains au passage. Mais bon, même en pro, on a eu des poids dans le passé, et on commence à avoir une petite relève sympatoche. Concernant l'épaule, nous n'avons que peu de chiffres probants. En effet, nous avons 8 et 3% en amateur et rien pour les professionnels. Ce qui semble ridicule quand on voit le nombre d'opérations que subissent les professionnels et le nombre d'amateurs qui se plaignent de douleurs à l'articulation de l'épaule. Du coup, je pense que les blessures à l'épaule sont souvent des tendinites qui sont le résultat de plusieurs chocs successifs et non d'une blessure brutale. Elles ne sont donc jamais enregistrées dans les feuilles de match comme blessure et les scientifiques n'ont donc pas accès à cette donnée. Nous avons ensuite la main et le poignet qui représentent 19% de blessures chez les amateurs et respectivement 14 et 13% chez les professionnels. On enchaîne avec le genou qui est l'articulation la plus flippante à cause du ligament croisé. Le genou représente 28 et 34% des blessures en amateur et 25 et 49% des blessures en professionnel. La moitié des blessures chez les femmes professionnelles sont dues au genou, probablement à cause de leur laxité beaucoup plus importante. Et on finit avec la partie la plus basse, les chevilles. On a donc 11% et 17% de blessures chez les amateurs, tandis que l'on a 19 et 17% chez les pros. En conclusion, cette répartition des chiffres de blessures est intéressante mais ne va pas orienter notre programme de prévention à elle seule. En effet, l'intuition première que nous pouvons avoir en tant que pratiquants de handball est de dire il faut prévenir les genoux, les chevilles et les épaules. Pour les genoux et les chevilles, nous avons vu que notre intuition est bonne. Malheureusement, pour les épaules, notre intuition n'est pas corroborée par les chiffres que nous avons eus. En effet, bien que notre intuition première, qui consiste à penser qu'il faut prévenir les chevilles et les genoux, est confirmée par les chiffres, celle qui nous pousse à penser qu'il faut également prévenir les épaules n'est pas confirmée. J'ai pas mal de mes joueurs qui sont limités dans leur pratique par des douleurs à l'épaule, et l'on voit régulièrement des professionnels se faire opérer pendant leur carrière. Du coup, la conclusion est un peu bateau, mais elle va principalement consister à dire qu'il faut prévenir l'ensemble du corps, aussi bien les membres inférieurs que supérieurs, et se concentrer sur les chevilles, les genoux et les épaules. Maintenant que nous connaissons les parties du corps qui sont touchées par les blessures, nous allons nous intéresser au contexte qui provoque ces blessures. Ça va être vite et simple. La première raison est le contact, avec 35% des blessures.
Normal, on est dans un sport de combat. Malheureusement, cette raison est un peu trop floue pour viser une partie spécifique du corps. Ça peut être une épaule arrachée, une poussette qui fait sauter une cheville, bref, les raisons sont multiples. Secondo, les sauts et les réceptions représentent un quart des blessures. Enfin, nous avons les changements de course dans les duels avec 13% des blessures et les chutes avec 10% des blessures. J'avoue que je n'ai pas bien compris la différence entre les chutes et les sauts, car pour moi, un saut qui conduit à une blessure est un saut raté, donc une chute par définition. On constate donc que la moitié des situations concernent les chevilles et les genoux, et cela renforce donc notre conviction de travailler ces parties du corps. Enfin, on retient deux chiffres importants. Plus l'on vieillit, plus l'on va avoir tendance à se blesser le bas du corps. Et enfin, concernant les ligaments croisés, 90% d'entre eux se font tout seuls, sans contact. C'est flippant, n'est-ce pas? À présent, nous allons nous intéresser aux spécificités des blessures selon les postes. Selon cette étude, dans les divisions professionnelles, les postes les plus touchés sont dans l'ordre les arrières, les pivots et les défenseurs numéro 3. Bon, j'ai un gros doute sur ce dernier, mais malheureusement, ma maîtrise de l'allemand ne m'a pas permis d'aller vérifier la source. À savoir que les parties les plus touchées sont les genoux pour les arrières et la tête pour les pivots. Enfin, petit fait qui a son importance, à plus bas niveau, les ailiers ont plus de chances de se blesser. Et nous finissons cette partie théorique sur les types de prévention qui sont listés dans l'étude. Les scientifiques ont classé 4 types de prévention. La première est la prévention politique. Elle concerne les règles, l'arbitrage et la formation, et les campagnes de prévention. Le second type de prévention concerne les infrastructures et le matos. Donc là, on parle des chaussures, du sol et des protections. Donc les protections, on pense aux protège-dents, aux genouillères, ou à la fameuse coquille que le gardien a pour se protéger les parties intimes. Enfin, le troisième type de prévention est le support médical, qui est constitué par les kinés, les ostéos, les médecins. Et le dernier type de prévention, c'est la préparation physique, c'est celle qui va nous intéresser et que l'on va développer dans la suite de cette vidéo. Mais attaquons-nous à ce qui vous intéresse certainement ici, un programme de prévention des blessures, facile à mettre en place et rapide à effectuer. Bien entendu, au vu des critères juste évoqués, c'est-à-dire la rapidité d'exécution et la facilité de mise en place, ce programme n'est pas complet et nous sommes contraints de faire des choix. Choix que nous détaillerons au fur et à mesure. En effet, ces choix sont malheureusement indispensables car si vous dites à vos joueurs qui évoluent en départemental « Bon les gars, on va se réunir 2 fois 1 heure par semaine pour faire de la proprioception et du renforcement musculaire. Ça va à tout le monde ?» Nah, non, ça ne marchera jamais. Le bon compromis, et ce qui est d'ailleurs écrit dans le magazine Approche du handball, le magazine de la Fédération française de handball, c'est de prendre une demi-heure avant chaque entraînement, histoire de faire ces exercices. C'est tout pour ce programme. Si vous avez des réflexions ou des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pareil, abonnez-vous, rejoignez ma page Facebook, et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!